Ryan Little. Salut à tous et bienvenue dans l'apéro Mercato saison 2. Et oui, c'est reparti, le Mercato a débuté ce lundi. Et je me retrouve donc en compagnie du spécialiste Mercato de Football Club de Marseille. Tout à fait. C'est Mourad Arts. Au minimum spécialiste du Mercato. C'est ma passion. Eh ouais, c'est vrai. Ma passion, il n'y a rien de plus, j'aime rien de plus que ça. C'est pour ça qu'il tenait absolument à faire cette première. On est ici sur le Prado, au Diamond, qui nous accueille gentiment pour faire cette première émission, voilà, le Beach Diamond. Comment ça va se passer? On va parler un petit peu de toutes les rumeurs, c'est ça? Voilà. Les grosses rumeurs et puis en vrac. On va te demander de rester quand même à distance, voilà. Parce que il y a tu as un tendance... mètre de sécurité, c'est bon? Je te touche pas? Ouais, je suis pas sûr qu'au niveau des germes ce Allez, soit on va top. commencer tout de suite avec la grosse rumeur arrivée. Voilà, côté arrivée de l'Olympique de Marseille. C'est pas compliqué, il n'y en a qu'une de grosses rumeurs arrivées. C'est forcément Mbaye Niang. On a déjà un petit peu parlé dans le débat foot Marseille. Si on refait l'historique, Mourad, c'est quoi? C'est que Canal+ dimanche soir a annoncé qu'il y avait un accord. Ça a été rapidement démenti par RMC. Et puis le lendemain, on a Pierre Ménès et un autre journaliste, un second journaliste italien qui explique que il y a des discussions entre les deux clubs, que ce serait chaud, mais qu'il n'y aurait pas encore d'accord. On sait que le joueur, lui, a très envie de venir. Qu'il a des attaches familiales ici. Des attaches. Et j'ai des breaking news. Breaking news. J'ai des breaking news sur Mbaye Niang. Il a tellement envie de venir que... tout le monde sait qu'il est déjà à Marseille, mais il a aussi des chevaux qui courent dans le coin, notamment un cheval qui s'appelle... J'ai noté là. Sweet Beauty. Sweet Beauty. Sweet Beauty. Il a déjà gagné 2 courses, Sweet Beauty. Pour l'instant, il a encore la casaque de Rennes, mais on m'a dit que son beau-frère, lui, il avait aussi un cheval avec déjà la casaque de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc il a déjà des chevaux ici. Ça cherche peut-être déjà des appartements. C'est des bruits, tout ça, c'est des bruits. Mais ça participe quand même. Bon, le fait qu'il ait des chevaux, c'est plus que des bruits. Ah non, ça c'est vrai. Mais on nous a dit également qu'il cherchait déjà pour se loger. Bon, après, on peut aussi dire que sa femme est marseillaise, donc peut-être aussi qu'elle peut chercher pour elle, tout ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'il aime beaucoup Marseille, il aime beaucoup l'OM, il a été impressionné par le stade Vélodrome, enfin, ce qui est normal. Donc lui, il a envie de venir et le club a sans doute envie de le faire venir. Mais ça coûte un peu de l'argent, c'est ça le problème. C'est ça le problème, 20 millions d'euros. Alors 20 millions d'euros, comment on fait pour les sortir? Mourad, toi qui as un nez dans la comptabilité et même un œil et 2 yeux et tout ce qui va avec, dans la comptabilité de l'Olympique de Marseille. S'il y a une personne ici qui connaît bien ce sujet-là, c'est toi. Comment on fait pour... non mais voilà. Non plus survendre le truc. Par rapport à moi déjà, par rapport à moi. Non, mais donc comment on fait pour sortir 20 millions d'euros quand on a 120 millions de déficit? En fait, ça dépend quand tu les sors aussi, parce qu'un transfert est amorti comptablement sur plusieurs années. Comme je l'avais dit dans la vidéo sur les finances de l'OM, il faut toujours prendre en compte les recettes et les dépenses. Et le fait est que l'OM est en déficit par rapport aux recettes sur une saison qu'il se fait et par rapport aux dépenses qu'il effectue. Tous les ans, depuis le début de l'arrivée de McCourt, grosso modo, à chaque mercato, on dépense environ 40 millions d'euros, entre 30 et 40 millions, et parfois un petit peu plus, 45 millions, en tout cas dans un chiffre dans ces eaux-là. Et tous les ans, on est en déficit, donc le plus gros déficit jusque-là, parce que le dernier, celui de cette saison, il n'est pas entériné, mais celui de la saison donc 2018-2019, c'était moins 91 millions d'euros. Ouais. Pourquoi? Vous vous souvenez, cette année-là, on achète Strootman, Radonjic et Caleta-Car, donc pour même beaucoup plus que 45 millions cette fois-ci, mais il y avait eu la vente de Zambo-Anguissa. Ouais. Et les transferts, en fait, c'est pas ce qui avait plombé le club cette année-là, c'était la masse salariale. Et ça va être pareil cette année-là, c'est-à-dire que si tu réinvestis dans les transferts, le transfert de Mbaye Niang, si tu le fais signer 5 ans, alors au niveau de la trésorerie c'est différent, mais au niveau comptable, si tu le fais signer 20 millions pour 5 ans, tu divises cette somme par 5, donc ça fait 4 x 5, 20. Donc son impact comptable de son indemnité de transfert, ce sera 4 millions d'euros.
mais qui va s'ajouter aux autres. Celle de Strootman que tu continues à payer, etc. Donc en fait, ça peut être supportable. Surtout, en fait, il va falloir voir le niveau de dépense qui va être possible pour l'Olympique de Marseille. Parce que l'an prochain, tu as des chances d'être pour la première fois à l'équilibre. Ce qui veut dire que, attention, c'est très compliqué, mais c'est-à-dire que généralement, tu avais entre moins 40 et moins 90 millions de déficit. C'est-à-dire que ce que tu faisais entrer, tes recettes, c'était moins 40 à moins 90 millions. L'an prochain, on l'a vu dans la vidéo sur les finances, tu vas avoir au niveau de la Ligue des Champions entre 40 et 60 millions d'euros de recettes supplémentaires. Au niveau des droits télé, tu devrais avoir moins 20 millions d'euros qui va être impacté par ce prêt garanti par l'État, mais tu devrais avoir potentiellement plus 60 millions d'euros de recettes. C'est-à-dire que tu pourrais rester sur un niveau de dépenses assez élevé et quand même arriver à bonne hauteur. Donc après, il faut faire attention, il y a peut-être aussi... Après, il faut virer des gros salaires du coup, quand même. Voilà, parce que la masse salariale, c'est aussi ça qui fait que tu es... de toute manière, parce qu'un Strootman, par an, ça te coûte 10 millions d'euros au bas mot. Alors, je ne sais pas combien ça te coûte, mais ça te coûte très cher. En effet, j'ai pas le chiffre en tête exact de son salaire et de ce que ça te coûte exactement, mais ça te coûte très cher. Et en effet, dans tous les cas, ça va être jonglé, tu vois. C'est parce que moi, là, je dis ça de tête. Je dis, OK, si on repart sur un exercice normal et sur un exercice où l'OM va dépenser 200 millions d'euros, tu peux peut-être arriver aux 200 millions d'euros de recettes cette fois-ci. Ça peut peut-être être faisable. Donc, si tu peux arriver à 200 millions de recettes, est-ce que dans tes 200 millions de dépenses, tu peux avoir un budget mercato? Ça peut être jouable, mais en effet, il va falloir faire baisser la masse salariale et surtout, ce qui sera très important, parce que l'an prochain, potentiellement, au niveau des recettes, ça peut passer peut-être, si tu gères bien ton truc, si tu fais pas n'importe quoi. Par contre, t'es en galère l'année d'après si t'as pas la Ligue des Champions. Par contre, si t'as pas la Ligue des Champions, tu seras en galère l'année d'après. Donc c'est un petit peu ça le truc, donc de dire qu'il y aura forcément pas d'argent à l'OM pour recruter, il faut mettre une petite astérix, c'est dire ok, mais c'est-à-dire que là, tu es surtout dans la merde en fait, dans la panade pour, je vais essayer d'être poli un petit peu, pour boucler ton mois. En fait, tu vois, c'est comme, on parle beaucoup de la France, la France des fins de mois. L'OM, c'est le club de foot de la fin de saison. Il y a cette attente du fair play financier surtout. C'est ça. Voilà, il y a cette épée Damoclès, tant que c'est pas tombé. Mais le fair play financier, qu'est-ce qui est inquiétant? C'est cette saison. C'est cette saison, ouais. C'est-à-dire que là, tu vas sans doute être encore à moins 90 alors que tu avais promis d'être à moins 30 pour le fair play financier. Donc le fair play financier. Pas qu'il soit très content. Et donc le fair play financier va sans doute mal le prendre. Donc par contre, si tu vends pour 60 millions d'euros et avant, etc., que tu rentres dans les clous du fair play financier miraculeusement, ce qui paraît très compliqué à faire avant le 30 juin. Mais si tu n'y arrives pourquoi pas? Après, je n'aurai pas la réponse parce que c'est trop opaque, mais si tu n'y arrives pas cette année et que tu restes à moins 60 et que tu es à l'équilibre la saison suivante, comment ça se passe? Mais en tout cas, s'il y a deux choses qu'il faut retenir, l'OM est surtout dans la panade pour boucler sa saison. C'est ça le gros problème, c'est que tu vas être à moins 90 millions et même si tu n'avais pas eu le coronavirus, tu aurais quand même été à moins 60, moins 70. Tu aurais même sans doute été à plus. Tu peux pas... à moins 90 sans le corona. Et t'es à plus de 100 avec le corona. Non, mais Ben, tu peux pas te jeter des chiffres comme ça. T'étais à moins 50, il me semble, à la mi-saison. Mais tu as récupéré l'exploitation du Vélodrome. Tu avais des gros événements qui arrivaient au stade Vélodrome. Tu avais des gros matchs qui arrivaient au stade Vélodrome. Tu avais beaucoup de choses. Je sais pas combien tu as été, mais bon, les deux grosses choses, c'est... Alors, le recrutement pour la saison prochaine, tu pourrais avoir une enveloppe si tu te débrouilles bien par rapport à ton équilibre recettes-dépenses. Et recettes-dépenses, le problème, c'est que l'OM dépensait environ 200 millions d'euros et gagner de 110 à 140 millions d'euros, ce qui était trop peu. Donc là, grosso modo, tu vas gagner tu peux facilement aller à 180, peut-être même approcher les 200 millions d'euros. Donc potentiellement, tu peux avoir une enveloppe mercato, mais il faudra faire attention à ne pas faire n'importe quoi au niveau de ta masse salariale. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un équilibre très précaire sur lequel est l'OM, mais potentiellement, tu pourrais dépenser de l'argent sur Mbaye Niang, et ce qui posera plus problème que son indemnité de transfert aussi, ce sera son salaire, parce qu'il est déjà à un bon niveau de rémunération. Et par rapport à la moyenne haute des joueurs cadres de l'Olympique de Marseille, il est quand même en dessous.
Voilà, Il n'est pas dans les mais tu peux plus te hauts permettre salaires de l'OM. te Il n'est permettre pas dans les d'aller- 300-400, il est Oui, plutôt dans les mais 200. tu peux plus te Donc permettre d'y non, aller. bien sûr, Tu peux plus bien te sûr. permettre d'y aller. Donc si tu y vas, ce Mm. sera aussi un très mauvais signe par rapport au fair play financier 20 et millions, par rapport à ton juste- avenir. et on termine sur Nyang parce qu'on a beaucoup parlé Ouais. d'argent, mais pas trop de Mhm. Nyang. 20 millions, c'est trop? Et on reparle d'argent en fait. Bah oui, mais en fait, ça Ouais. dépend. Enfin, si tu parles de football, Mbaye Niang, franchement. Alors parlons football, c'est bien Mbaye Niang? C'est un bon joueur, franchement, c'est un bon joueur parce que j'ai beaucoup vu Rennes, comme tout le monde, en Ligue 1. C'est quelqu'un qui a pris des responsabilités à Rennes, c'est un vrai leader dans cette équipe, qui a pris des responsabilités dans l'équipe nationale du Sénégal. C'est aussi un vrai leader et l'équipe nationale du Sénégal est revenue sur le devant de la scène. Donc c'est quelqu'un qui a des qualités, qui a déjà connu le Milan AC, qui a déjà connu des matchs à élimination directe face au Barça avec le Milan AC, c'est pas un petit club, qui a connu des choses, qui a une expérience, qui a un vrai talent techniquement. Franchement, c'est pas dégueulasse, c'est pas vraiment un profil qu'on a. Est-ce que c'est le joueur qu'on peut vendre plus cher derrière? Non, par contre, c'est ça. Par contre, si tu peux toujours. Tu as l'impression que toi, il peut exploser? Moi, je pense que c'est un bon joueur aussi. Mais je suis pas sûr que ça soit. J'ai l'impression que ça peut être un peu comme un Sanson, dans le genre où tu l'achètes à un certain niveau et il va pas forcément aller plus haut que ça, quoi. Ouais, là-dessus, je te rejoins un peu. La réserve que j'ai, c'est que tu prends le joueur peut-être au moment où il est pas loin de son maximum. Après, s'il donne pleinement satisfaction sur 5 ans à l'OM, tu seras content parce que si Mbaye Niang arrive au maximum de son potentiel, c'est quelqu'un qui a un gros potentiel, quoi. Le Milan AC qui va le chercher, c'est le Milan AC pré-bordel, quoi. C'est le gros club Milan AC, donc c'est pas rien. C'est vraiment quelqu'un de bon. Mais en effet, est-ce que en fait, c'est le moment où tu vas le prendre, voilà. Parce que Rennes, ils vont le prendre à un moment où il est un peu sur la pente descendante. C'est un pari, ils sont tout bénef. Est-ce que si par exemple nous on le prend et que c'est pas trop mal, mais qu'il nous coûte le maximum de ce qu'il peut coûter dans sa carrière, et que derrière Rennes prend Guirassy et que Guirassy explose et qu'après on va rechercher Guirassy à Rennes, c'est là où il y a peut-être un truc un petit peu gênant. Donc voilà, c'est un petit peu la limite de ce transfert. C'est est-ce que tu le prends pas au moment où il est le plus cher. La grosse rumeur côté départ, c'est Radio Marte qui annonce, donc c'est un média italien, qui annonce que Benedetto serait ciblé par Naples. On y croit ou pas à cette rumeur? Bon. On imagine quand même mal l'Olympique de Marseille se séparer de Dario Benedetto quand même. Je connais absolument pas ce média, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Après, peut-être qu'en effet, il fait partie des joueurs qu'ils ont ciblés. Mais bon, voilà, après, on imagine en effet mal l'Olympique de Marseille se séparer de Dario Benedetto. J'imagine quand même assez mal l'OM vendre l'attaquant d'André Villas-Boas alors qu'il faut plutôt lui donner des gages. Tu lui en enlèves, ça me paraît être un peu bizarre. Et puis, après, surtout, tout le monde a un prix, Mourad, tu le sais. Oui, bien sûr, mais 40 millions d'euros, on vend ou pas? C'est ce que je préfère dans le mercato. C'est-à-dire que à combien on vend? balancer des chiffres, les reines du shopping, c'est bon. Non, mais là, c'est l'apéro mercato. Tu prends ces petites lunettes Ray-Ban, là. Oui, mais là, c'est l'apéro mercato. C'est pour ça qu'on peut parler de ça, tranquillement, sans qu'on soit jugé, tu vois. On va pas être jugé en disant ça, parce que c'est l'apéro. Oui, 40 millions d'euros. Si tu as une offre à 40 millions d'euros, tu vends, Benedetto, mais tu vas pas avoir une offre à 40 millions d'euros. Après, est-ce que... Ouais, voilà. Bon, je sais pas, c'est difficile de donner beaucoup de crédibilité à cette rumeur quand tu connais pas le média, quand c'est pas un média de référence, quand la position du joueur au club paraît quand même difficile à bouger, quand lui veut jouer la Ligue des Champions, quand le club qui le cible est habitué à peut-être aller taper plus haut, bref, ça paraît... Il y a beaucoup de limites à cette rumeur. Benedetto Nyang, ça peut fonctionner? Sur le papier, papier, oui. Après... Non, il y aura concurrence et puis voilà quoi. Parce qu'après, il faut faire attention aux clichés. C'est-à-dire que Nyang, c'est vraiment un joueur technique aussi. Mais c'est un joueur, c'est vrai, qui peut jouer en déviation. C'est un joueur qui peut être collectif. Franchement, il a quand même évolué dans son jeu et il a un sens du but, comme Dario Benedetto. En fait, ils ont certaines caractéristiques qui sont assez semblables dans le sens où ils peuvent faire jouer les autres, mais ils ont aussi ce sens du but. Donc, oui, pourquoi pas. Après, de bons joueurs collectifs qui savent, qui ont une certaine intelligence, une certaine technique et tous les deux un sens du but,
sur le papier, en effet, ça paraît intéressant. Après, le 4-4-2, tu as d'autres problèmes. C'est-à-dire que si tu joues en 4-4-2, tu sacrifies quelle autre position, voilà. Ouais. Vous vous souvenez, Bielsa, on lui disait pourquoi tu faisais pas jouer Gignac et Michy. Il disait oui, mais parce que dans ce cas-là, je fais plus jouer de milieu, je vais plus jouer de meneur de jeu. Bah, c'est ça, Villas-Boas joue sans meneur de jeu. Du Donc coup, c'est les Payet 4-3-3. et les Thauvin, ils entrent dans un 4-4-2. Payet, il joue à gauche, Thauvin à droite, Ouais, donc mais pas de est-ce que problème. dans un 4-4-2, ils peuvent. C'est pas le même rôle non plus. Bah, Il faut c'est peut-être surtout plus ton prendre les animation, c'est surtout ton animation qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'avec 3 milieux de terrain, tu avais Sanson qui se projetait, tu avais souvent Rongier, même s'il marquait, s'il marquait pas, il se procurait au moins 1 ou 2 occasions dans le match. T'as toute une animation à retravailler. Et Villas-Boas a trouvé un truc avec ses joueurs en mettant particulièrement en avant Payet. Bah ouais. Donc Payet, est-ce que dans un 4-4-2, tu peux lui demander de faire les mêmes choses? Ce qu'il faut aussi qu'il y ait un milieu qui se projette dans ce cas-là quand il descend. Peut-être, j'en sais rien, je suis pas assez calé Bon, tactiquement. toi qui connais très bien André Villas-Boas, vous êtes potes, on peut le dire. Ah ouais, Ah oui, franchement. il a écrit ta, Ah bah oui, ta préface. c'est mon bro quoi maintenant. C'est un ami. Ouais, voilà, Il complètement. était confiné avec toi, Ah oui, bah oui. non? Oui. Enfin, je pense qu'il était confiné dans un endroit un peu plus grand en fait. Mais oui. Voilà, donc il t'a dit quoi? Il t'a dit qu'il changeait ou pas? Le 4-4-2? Il m'a rien dit du tout. On passe aux rumeurs en vrac du mercato de l'Olympique de Marseille. Première rumeur en vrac, c'est Maxime Lopez qui s'est lui-même exprimé sur son avenir parce qu'aujourd'hui, on ne donne plus d'interviews. On fait des lives Twitch. On fait des lives. On fait des Twitch ou alors Insta ou YouTube ou ce que vous voulez. Enfin, les joueurs de foot, c'est surtout Instagram et Twitch. Et donc, Maxime Lopez était sur Twitch et il a parlé de son avenir. Il a expliqué que lui, il aimerait bien rester. Je vais lire ce qu'il a dit. Il me reste 1 an de contrat. Je n'ai aucun signe de la direction. J'aimerais bien prolonger. Mais la balle est dans le camp, n'est pas dans notre camp. Voilà. Lui, il aimerait bien prolonger. On rappelle qu'il reste 1 an de contrat à Maxime Lopez. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette situation? C'est un peu gênant quand même pour ce joueur qui est formé à l'OM, qui a quand même un certain potentiel, je trouve, et qui se retrouve dans cette situation, peut-être comme d'autres. Peut-être qu'il va partir gratuit dans 1 an, quoi. C'est ça surtout moi qui m'intéresse, c'est qu'il dit, j'ai pas de nouvelles de l'OM, voilà, j'aimerais bien rester. Comme d'autres joueurs au club qui sont bientôt en fin de contrat et qui aimeraient bien prolonger. Il y a 2 choses d'abord, parce que toujours négatif, on fait un journal des bonnes nouvelles maintenant, mais quand même, tu vois, il y a le fait quand même que les joueurs maintenant ils veulent rester à l'OM. Ça c'est une bonne chose. Bon après tu me diras, certains ont des bons salaires, etc. Et l'autre chose c'est qu'ils n'ont pas de nouvelles du club. Et donc ça c'est un peu moins négatif, c'est-à-dire que encore une fois là on va beaucoup... Un peu moins positif. Un peu moins positif, ouais. C'est-à-dire qu'on va beaucoup se projeter dans les semaines à venir sur combien ça coûte, enveloppe mercato, des termes un petit peu obscurs comme ça, alors qu'on va encore oublier la masse salariale. C'est-à-dire que quand tu t'investis sur une prolongation de contrat, tu t'investis beaucoup plus que dans un transfert. Enfin, non, l'indemnité transfert coûte aussi quelque chose, mais je veux dire, pour un joueur comme Maxime Lopez, voilà, c'est que tu t'investis de l'argent sur lui si tu investis un contrat. Et certaines personnes te diront, la meilleure des choses à faire, c'est de garder ses meilleurs joueurs, tout ça, même pour les revendre plus tard. Et que là, tu sembles ne pas avoir cette capacité financière-là à moyen terme pour prolonger tes joueurs, parce que c'est pas le seul qui est dans cette situation. On connaît aussi Florian Thauvin qui est dans cette situation-là. Il y en a d'autres en fin de contrat. Bon, Valère Germain, c'est un peu différent. On va y venir. Mais en tout cas, le fait que Maxime Lopez dise je veux rester, moi ce que je retiens c'est qu'il dit je veux rester mais j'ai pas de nouvelles de l'Olympique de Marseille. Donc je veux rester, c'est bien pour le sport. Bref, pour finir ma démonstration, sur le côté sportif, donc les joueurs sont bien à l'OM, ils sont heureux. Sur le côté financier, ça paraît compliqué de leur offrir un avenir, surtout aux conditions que tu leur as dessinées précédemment. Donc c'est ça qu'il faut retenir un petit peu et c'est ce qui donne de véritables indices sur la véritable santé financière du club. Alors, en vrac, il y a une autre rumeur, et là c'est du côté arrivé. Et ouais, on va encore recruter. L'Olympique de Marseille s'est intéressé à Lucas Fernandez. Ouais. Attention, pas Hernandez. On a beaucoup d'argent, j'ai l'impression là. Regardez, on a beaucoup d'argent. On est prêt à investir 7,5 millions d'euros sur ce jeune joueur brésilien qui évolue du côté de
Portimonense. Mais apparemment, cette offre aurait été repoussée. L'OM aurait fait une offre selon Odiogo. Parce qu'il a une clause qui est beaucoup plus haute. Et parce qu'ils en attendent au moins le double et qu'en plus, il faudrait reverser 50% du transfert à son club brésilien d'origine. Bon, écoute, pourquoi pas, je sais pas du tout quoi te dire, je connais pas ce joueur et je sais pas, parce qu'apparemment on dit aussi oui c'est sous l'impulsion d'André Villas-Boas, machin, enfin en tout cas ce quotidien portugais le dit, je sais pas, on verra si ça se vérifie. Bon, quelqu'un connaît, tu connaissais ce joueur? Je le connais pas, mais si ça se vérifie, on ira demander à des personnes qui connaissent le championnat portugais de nous donner un avis un peu plus éclairé que le nôtre, qui est simplement de dire, on le connaît pas, mais c'est la ce qui est marrant, c'est que c'est encore 7,5 millions d'euros, quoi. Et on parle d'une offre de l'Olympique de Marseille. Et c'est comme Nyang, on parle d'une offre de 20 millions d'euros. On n'a pas d'argent et on en est déjà à cramer quasiment 30 millions d'euros, quoi. Après, bon, bien sûr, en fait, parce que j'ai l'impression aussi que je minimise le fait de donner de l'argent. C'est vrai que je l'ai fait en plus. C'est pas que j'ai cette impression, je l'ai fait. Et quand tu décides de dépenser 30 millions cet été, c'est que ces 30 millions, il va falloir les payer et que même comptablement, ces 30 millions, ils vont être impactés sur le plus long terme. Et c'est un petit peu dangereux. Pas par rapport au pas directement sur le fair play voilà, financier, c'est qu'à très court terme, c'est moins dangereux, mais à moyen et à long terme, c'est quand même problématique. Et que dans le foot, on réfléchit quand même beaucoup comme ça. On se dit non mais c'est bon, j'ai survécu ce mois-ci, allez hop, je redépense. C'est un petit peu un milieu où tu bluffes à longueur de temps et où tu te dis que demain ce sera mieux, quoi. En vrac, Valère Germain également. Valère Germain qui aurait des pistes. Et quand on est arrivé ici et qu'on a parlé de Nyang, on nous a dit mais oui, il va signer. Enfin non, c'est pas 20 millions Nyang, c'est 15 millions et on leur file Germain ou Mitroglou. Et voilà. Voilà, info Diamond Beach. Donc, mais, oui, non, mais pourquoi pas Germain, c'est un joueur qui peut intéresser Rennes. Bon, en l'occurrence, il y avait des noms ou pas de clubs qui étaient intéressés? Oui, il y en avait en Espagne, en Allemagne. Est-ce qu'il y avait en Italie peut-être, Ryan? Je sais. Enfin bref, il y avait 4 clubs qui étaient intéressés un petit peu partout dans le monde. Mais après, c'est France Football. C'est France Football, exactement, qui explique que, en tout cas, Germain a des pistes. Donc voilà, ça peut être. Mais Valère Germain, on connaît le problème depuis très longtemps. Pour l'OM, c'est le bon moment, ça c'est clair. Salaire de 300 et quelques millions d'euros. Tu étais là dans l'émission quand Nassim nous expliquait qu'à Monaco, il touchait autour de 100 millions d'euros. J'étais pas dans l'émission, mais je vous ai regardé. Mais c'est quand même dingue, quoi. Et voilà, dingue. Le mec, il signe à l'OM, il triple son salaire. Mais c'est là où on touche au nœud du problème, le truc sur lequel j'insiste depuis le début, quitte à faire l'erreur de sous-estimer les indemnités de transfert, c'est-à-dire que Valère Germain, il est invendable aujourd'hui parce qu'il touche 300 000 euros et qu'il lui reste un an de contrat, et que de trouver un autre contrat à ces hauteurs-là, ça paraît inespéré. Il y a un truc en MLS aussi, il me semble, non? C'est ça, ouais, j'avais vu un truc. Mais même en MLS, etc., tu vas pas en faire ton franchise player. Valère Germain, il est gentil, mais bon, c'est quand même, vois... Ouais, il peut marquer des buts quand même. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il peut... Non, mais après... Bon, Valère Germain, c'est pas David Beckham. Voilà, c'est ça, c'est que le franchise player, il doit un peu te vendre des maillots, tout ça, quoi. C'est pas Mario Balotelli. Mais tu vois, c'est le gros problème. Un Romain Alessandrini. Le gros problème, c'est ça. C'est l'apéro mercato, on peut parler de tout. Ouais. Mais tu vois, le gros problème, c'est ça. Par exemple, tu vas lâcher Valère Germain à Rennes. Est-ce que Rennes ils vont pas lui filer 300 000 euros? Après, il y a certaines personnes qui te diront oui, mais potentiellement, ils vont peut-être lui filer un contrat de 4 ans à 150 000 euros. Donc pour lui, au final, c'est plus intéressant. Mais je pense que dans la réflexion d'un joueur, dans la réflexion de la carrière d'un joueur, tu te dis peut-être ce contrat de 4 ans à 150 000 euros, je l'aurai encore dans un an. Je profite de mon année à 300 000 euros aujourd'hui. Et après, je vais chercher un contrat plus long, à moins cher. Et donc, c'est ça le problème. À chaque fois à l'Olympique de Marseille, et c'est un problème qui date de l'ère Labrune, à partir du moment où Diouf est parti, parce qu'on a reproché à Diouf la gestion de sa masse salariale, et il y avait 1 ou 2 joueurs au-dessus des 200 000 euros. Bon, les chiffres étaient différents à l'époque, mais il y en avait très très peu, et c'était vraiment les ultra-tauliers du club, ceux à qui tu ne pouvais pas reprocher d'avoir un tel salaire. Une fois qu'il est parti, on a filé des gros salaires à tout le monde.
de sorte que tu n'as jamais réussi à te débarrasser des joueurs dont tu voulais te débarrasser. Et même des joueurs dont tu ne voulais pas te débarrasser, dont tu te disais, ils vont nous rapporter de l'argent. André Ayew, tu ne l'as pas vendu à cause de ça. Steve Mandanda, pendant longtemps, tu as cherché à le vendre, mais tu ne l'as pas vendu. Gignac, Valbuena, tous ces joueurs-là, en fait, le salaire, c'est très très important, même pour le futur, parce que même si tu achètes un jeune et que tu lui mets 400 000 € et que le jeune, il confirme plus ou moins, bah derrière, voilà, le salaire, c'est très important. Donc Valère Germain, son gros problème, c'est le salaire. Sinon, je suis sûr que des clubs comme Nantes, Rennes, Saint-Etienne, des clubs comme ça, ils aimeraient bien avoir un Valère Germain. Mais surtout, vu sa cote en Ligue 1, vu qu'il est toujours vendu comme un top joueur. Mais... Enfin, attention, je pense qu'il a démontré toutes ses limites à l'OM, hein, c'est pas ce que je dis, attention. Allez, on va passer à l'actu concurrent. Et ouais, c'est une nouvelle rubrique dans l'apéro mercato. On va s'intéresser maintenant aux concurrents de l'Olympique de Marseille. Et plus précisément aujourd'hui à l'actualité de Lyon. Et ouais, Lyon qui fait beaucoup d'actu en ce moment. Ah, le pauvre petit cœur de Jean-Michel, il pleure. C'est vrai que Lyon, en ce moment, on entend beaucoup parler, hein. Ça remue des choses. Hein. Bon, là, on a entendu parler puisqu'ils officialisaient l'arrivée de Tino Kadewere. Ils ont fait une conférence de presse, effectivement, avec Kadewere, avec le nouveau, la cellule de recrutement, là, qui est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Bruno Chéroux. Donc je vais vous citer Jean-Michel Aulas qui s'est exprimé sur le mercato de Lyon. Nous allons continuer d'investir sur l'équipe, mais aussi sur les infrastructures. L'équipe va s'améliorer, on a bien travaillé, on est confiant pour l'avenir. Donc ça voudrait dire que Aulas, financièrement, a priori, il est toujours... on sait que c'est un club qui est en bonne santé financière de toute façon, Lyon, mais qui est habitué aussi à réaliser de gros transferts. C'est aussi pour ça. Lyon va continuer à investir par contre, même sans Coupe d'Europe. Il l'avait déjà dit un petit peu, en fait il en avait déjà parlé dans une émission sur OLTV, superbe chaîne, avec des commentaires totalement impartials. Alors là, ils prennent pas du tout... Mais il avait donné une interview et sur la chaîne de l'OM, c'était un peu ça aussi. Non, c'était pas ça à ce point-là. Non, c'était pas à ce point-là. Non, Lyon, c'est abusé. Il y a des insultes au niveau des... Enfin, peut-être pas des... Enfin, si, ça va tout près de l'insulte et tout. Un média de club, ça peut pas être impartial. Oui. Non, mais à leur décharge, donc j'ai regardé quelques... Enfin, alors, crédit plutôt, j'ai regardé quelques interviews qu'ils ont fait parce que c'était en dispo sur YouTube. Et c'est Bart quelque chose qui faisait ces interviews. C'était très partial, mais c'était OK. Ça, c'était ce que tu peux attendre d'une chaîne et c'était plutôt intéressant. Ils avaient des invités intéressants. Et donc, j'avais regardé celle avec Jean-Michel Aulas parce que c'était l'époque où est-ce qu'on reprend pas. Donc, je voulais voir ce qu'il disait. Et déjà, à cette époque-là, c'était il y a déjà plus d'un mois minimum. Il disait déjà, on va, même si on ne va pas en Coupe d'Europe, on sera financièrement costaud, etc. On va continuer à investir. On va repenser on va continuer à investir dans notre modèle, tout ça. Donc en fait, il n'a pas changé sa ligne de conduite. Après, certains te diront, Lyon est un club coté en bourse, donc il ne peut pas dire c'est la crise, on va tous crever. Parce que déjà que son action est en train d'être en chute libre. Le fait qu'il soit coté en bourse aussi, ça nous offre une visibilité sur... sur la bonne santé du club. C'est un club qui est en bonne santé financière, Lyon. Oui, non, mais clairement. Par contre, c'est vrai que c'est un club qui est en très bonne santé financière et qui peut se passer d'une saison sans Ligue des Champions parce qu'en plus, leur effectif, il est plein de jeunes joueurs bankable, entre guillemets. C'est-à-dire, après, on va voir comment le mercato va se passer, mais je comprends que Jean-Michel Aulas ne soit pas apeuré par ça, même s'il semble quand même l'être. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui te diront, tu as vu un peu comme il remue le ciel et terre pour reprendre le championnat, etc. Il y a quand même certaines choses un petit peu, il y a certains points d'interrogation que tu peux mettre. C'est que le coup, en plus il n'a pas de Coupe d'Europe, donc là pour lui c'est quand même une perte de 60 millions d'euros, donc c'est pas rien non plus. Voilà, mais il a d'autres, tu vois, pour lui, quand je te disais... Plus cette saison, parce que cette saison, le fait d'être qualifié, de battre la Juve, machin, peut-être qu'il peut encore se qualifier. Oui, non, lui, mais d'argent en jeu, à Lyon, déjà l'an dernier, ils avaient fait 80 millions d'euros parce qu'en plus, par rapport à l'indice UEFA là, dont il a beaucoup parlé hier aussi, eux, ils sont très bien et l'OM n'est pas bien. Et en fait, et par rapport à ça, les dotations que tu reçois de l'UEFA varient aussi. Ouais. C'est très important parce que ça, on ne le prend jamais en compte. Tout le monde dit, t'es en Ligue des Champions, 60 millions. Non, c'est pas aussi simple. Mais lui, pour lui, c'est au moins comme ça. Et lui, même la saison précédente, je pense qu'ils avaient fait 80 millions d'euros. Donc voilà, mais encore une fois, je te dis ce truc,
recettes, dépenses. Parce qu'il faut parler simple. Et en fait, par rapport aux recettes de Lyon, tu as tout ce qui rentre dans le stade, etc. Tu as des remboursements. Mais tu as des très grosses recettes qui viennent du stade et après de la vente de joueurs. Donc tu as tout ça. Donc ce qui fait que la part qui est très importante de Ligue des Champions, elle est proportionnellement moins importante dans leur budget. Attention, parce que si tu n'arrives pas à vendre de joueurs, bah, ça va être, tu rajoutes une autre part qui est peut-être proportionnellement moins importante, mais ça fait une part plus une autre part. Donc bon, peut-être aussi que c'est un peu un discours de façade. Après, malheureusement pour nous, on sait qu'Aulas, au niveau de la gestion financière, il sait ce qu'il fait et que s'il dit ça, peut-être qu'en effet, ils vont rester, ils vont continuer à être solides. Voilà. C'est malheureux pour nous, mais lui, on sait ce qu'il vaut, quoi. Voilà, c'était le premier épisode de l'Apéro Mercato. On était ici sur le Prado au Diamond Beach. On était très bien reçus. Tout à fait. On vous conseille, on est sur la plage, voilà. Prochain Apéro Mercato, ce sera jeudi prochain et durant tout l'été. À très bientôt. Ciao, ciao. Ryan Little.